Bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens exclusifs de l'agence de presse sénégalaise. Avec nous ce soir, Dr Sekouna Diatta, directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Le prétexte de cet entretien est le Sénégal organise la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre, qui sera marquée par deux événements majeurs, notamment le lancement du Challenge national 1 million d'arbres plantés en 48 heures et celui de la campagne nationale de reboisement 2025 à Rao, à Saint-Louis du Sénégal. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais merci beaucoup d'emblée, monsieur le directeur, d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise. C'est un plaisir de recevoir la presse. Et comme je l'ai dit tantôt, quels seront les temps forts de ces deux journées que j'ai énumérées tout à l'heure? Oui, merci à l'APS de nous donner cette opportunité de partager avec les Sénégalais d'ici et de la diaspora ce qui est envisagé pour ce week-end. Vous savez, le samedi 2, il y aura, euh, c'est une journée d'investissement et de reboisement et le site qui a été choisi, c'est la forêt de Mbao. Et ce jour-là, le président va non seulement planter son arbre, mais va lancer des événements phares, des innovations pour cette année. La première innovation, c'est le challenge qui veut que ce week-end, les 2 et les 3, que le Sénégal puisse planter 1 million d'arbres. La deuxième innovation, ça sera également de lancer euh, la caravane écologique qui va justement prendre départ le 2 à la forêt d'Ombao pour aller à Saint-Louis, à Raoult, où le dimanche 3, le Premier ministre Ousmane Sonko va présider la cérémonie officielle de la Journée nationale de l'arbre. Monsieur le directeur, où vous avez terminé donc sur le lancement à Saint-Louis de la campagne nationale de reboisement. Par rapport à cette campagne nationale de reboisement, comment l'agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte compte-t-elle s'impliquer pour une réussite de cette campagne? Merci pour cette question. Il faut savoir que l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte est techniquement sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et que nous avons un programme commun de pouvoir justement célébrer cette journée nationale. Nous allons y contribuer à partir de nos techniciens, à partir de nos équipes de communication, de techniciens, mais également, comme vous le savez, c'est des événements qui nécessitent également des moyens financiers. L'agence contribue justement à cela en mettant en place également des tricycles pour pouvoir arroser. Peut-être qu'on reviendra sur ça parce que il faudra arroser ces plants-là, sachant que au niveau du site qui a été choisi, Raoult, la pluviométrie n'a pas encore atteint un niveau qui puisse permettre aux plantes de vivre de l'eau de pluie. Ça, c'est une deuxième chose. Effectivement, il faut les plants. Il faut les plans pour pouvoir reboiser. L'agence aussi contribue en mettant en place des plans aux populations de Gandon, particulièrement de Raoult. Et également, nous avons un dispositif justement de mobilisation des jeunes de Hendawi. Ce sont les jeunes qui accompagnent l'agence dans la mise en œuvre de ces activités. Tous les jeunes qui polarisent cette zone-là vont converger justement vers Rao, y compris nos équipes au niveau central. Voilà les dispositions que nous avons prises. Sur le plan de la communication, le plan est mis en marche. Et sur le plan organisationnel également, nous nous sommes associés à l'équipe du ministère pour justement jouer notre partition dans cet événement extrêmement important pour notre pays, mais aussi pour la planète. Et pour la présente édition, quelles sont les innovations qui sont prévues à cet effet? Oui, et justement, les innovations, comme je l'ai dit, la, la journée de l'arbre, c'est une journée dont l'importance est capitale. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la journée, l'importance de l'arbre.
S'y ajoute que cette année, nous avons eu, euh, nous avons 2 arbres parrains et qui sont extrêmement importants dans notre pays. Il s'agit du manguier et du baobab. Donc l'importance, si on met le focus sur ces 2 espèces-là, c'est poser les jalons pour que dans 5 ans, on commence à récolter des manguiers, mais aussi dans 10 ans, 20 ans, les générations futures puissent profiter des actions que nous menons aujourd'hui. C'est là l'importance de cette journée-là et le fait qu'il y ait l'implication et du président de la République et du Premier ministre témoigne à suffisance l'importance que les plus hautes autorités de ce pays accordent à cette journée de l'arbre. Monsieur le directeur, la commune de Rao a été désignée, c'est pour cette édition. Peut-on savoir un peu quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités à choisir cette commune parmi tant d'autres? Oui, vous savez, le choix des sites pour célébrer cette journée euh, obéit à un certain nombre de critères. Rappelez-vous, l'année passée, on a été à Touba. À Touba, c'était sous la sollicitation de Touba Chikanam. Ça veut dire que les autorités sont très sensibles aux préoccupations des communautés lorsqu'il vient justement le moment de communier dans des actions aussi importantes que la Journée nationale de l'art. Raoult, aujourd'hui, si on parle de restauration des écosystèmes, vous savez que la région de Saint-Louis est sous influence maritime, est sous influence fluviale et sous influence continentale. Cela fait que les écosystèmes sont très sensibles aux fluctuations du climat. Et par rapport à ça, justement, vous avez une forêt classée. Et aujourd'hui, nous devons accompagner justement ces forêts classées dans le cadre de la restauration. Il faut que ces forêts classées jouent leur rôle de conservation de la biodiversité, mais aussi leur rôle écologique qui est extrêmement important pour la stabilité de nos écosystèmes. Aujourd'hui, avec la croissance rapide de la population, on se préoccupe souvent de comment trouver un habitat tout en oubliant que nous devons vivre en équilibre avec les écosystèmes. Donc aujourd'hui, on a choisi Raoult pour justement montrer à la population que les forêts classées sont les forêts des populations et non de la direction des eaux et forêts et qu'elles doivent s'impliquer autant que la direction des eaux et forêts pour une meilleure justement gestion de ces écosystèmes forestiers. Monsieur le directeur général, le thème de cette année est reboiser pour une souveraineté durable et un développement local résilient. Quelle est la portée de ce thème? Et en d'autres termes, quel sens revêt-il dans le contexte actuel? Oui, vous savez, dans la vision 2050, l'accent est mis sur la souveraineté. Qu'il s'agisse d'une souveraineté alimentaire ou d'une souveraineté environnementale, l'action est mise en tout cas sur la souveraineté. Et vous voyez le lien qu'il y a. Reboiser, souveraineté alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous reboisons utile. Utile pour l'écosystème parce qu'il y a certaines espèces qui sont adaptées à certains systèmes, mais aussi reboiser en tenant compte des préoccupations des communautés locales. Et c'est là où justement vient le deuxième pendant de ce thème-là, développement territorial durable. Nous devons certes agir pour nous, mais nous devons surtout agir pour les générations futures. Et la souveraineté de demain se construit aujourd'hui. Et c'est là où la pertinence de ce choix des arbres fruitiers est extrêmement important. On a mis l'accent sur le baobab et le manguier, mais justement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est également une question de diversification de ces produits-là. Et à côté du manguier, effectivement, et du baobab, il y aura d'autres espèces qui vont être plantées pour justement viser cette souveraineté alimentaire fruitière, entre guillemets, parce que dans 10 ans, on cessera certainement d'importer des fruits du Maroc parce que le Sénégal aura basculé vers la production massive et certainement vers l'exportation.
Avec la direction des eaux et forêts, vous êtes les deux piliers, en tout cas du ministère de l'Environnement, en charge de l'organisation de la campagne nationale de reboisement. Par rapport au challenge national 1 million d'arbres à planter, quel sera l'apport de l'agence pour la réussite de ce challenge? Oui, vous savez, vous l'avez dit, hein, ce sont les deux piliers justement sur lesquels s'appuie le ministère et le Sénégal dans ce pareil programme. Et c'est pourquoi cette direction des eaux et forêts et l'agence travaillent en synergie, justement pour mettre en place un dispositif de pépinière qui puisse avoir un maillage national pour que les communautés qui expriment le besoin de disposer de plantes à reboiser, quelle que soit l'espèce qu'elles auront choisie, ne trouvent pas la nécessité de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour en disposer. C'est vrai, actuellement, nous avons un dispositif, mais le dispositif va se densifier davantage pour réduire d'année en année les distances qui permettent aux populations d'acquérir ces livres. Donc, nous avons pris les dispositions en mettant en place des pépinières pour pouvoir approvisionner les communautés en plants pour atteindre justement ce challenge. Je disais 1 million d'arbres, 1 million d'arbres pour 18 millions d'habitants, euh, ça semble grand, mais par rapport à notre ambition, si on veut reverdir le Sénégal, je pense que cette année, c'est un lancement, mais certainement, il faudra revoir à la hausse justement ce nombre-là, tout en prenant les dispositions comme mesure d'accompagnement de cette initiative pour qu'on puisse donner plus de chances à ces plans qui seront mis en terre de pouvoir survivre et justement de jouer le rôle, c'est-à-dire de contribuer à la souveraineté alimentaire. Nous restons, monsieur le directeur général, sur ce sujet. Et quel est le quota de plants que vous devez produire pour cette campagne, au niveau de l'agence, bien sûr? Et quel est le taux de réalisation prévu ou atteint à ce jour? Oui, ça c'est une très bonne question. Vous savez, des fois, on fait des prévisions, mais ça ne couvre pas ce dont on a besoin. Et pour vous dire, si moi je prépare une pépinière avec 100, 100 plants de baobab et que la demande est supérieure à 100, je ne peux que aller vers les privés parce qu'effectivement, il faut le rappeler, il y a des privés qui s'adonnent justement à, à, ces, à la mise en place de pépinières, justement pour contribuer aussi à l'élan national. Donc, nous, actuellement, nous sommes dans les presque 1,5 million de plants à travers le territoire national. Mais comme je l'ai dit, ça dépend de la demande justement des communautés. Et c'est pourquoi il est envisagé de définir euh, l'arbre parrain à l'année N-1 pour permettre justement d'orienter la production en pépinière pour pouvoir satisfaire à la demande. Parce que le moment où on connaît l'arbre parrain, c'est déjà les pépinières ont été déjà mises en place et aujourd'hui, pour pouvoir satisfaire effectivement la demande, il faut aller vers justement la connaissance de l'arbre parrain 1 an avant, ce qui permettra justement de mettre en place des pépinières qui répondent à cette attente-là. Monsieur le directeur, la gestion des ressources naturelles est une des compétences transférées aux collectivités territoriales. À ce niveau, donc, comment vous comptez collaborer avec les élus locaux à la base pour vraiment une réussite de la campagne? Merci pour cette question. Je suis très à l'aise parce que moi-même étant un maire et je plaide toujours pour que les collectivités territoriales puissent être impliquées dans toutes nos actions. Vous ne pouvez pas avoir un ministère qui n'agit pas dans une collectivité territoriale. Donc, nous, dans notre approche, le premier partenaire, ce n'est pas le partenaire financier. Le premier partenaire, c'est les collectivités territoriales parce qu'elles ont en charge justement la gestion des ressources naturelles, qu'elles soient
commune ou conseil départemental. Et donc, notre approche, c'est de travailler en parfaite synergie avec la direction des eaux et forêts à travers son dispositif régional qui maille le territoire, mais aussi à travers justement ces collectivités territoriales qui ont les communautés en place, qui ont des préoccupations spécifiques. Et donc, c'est en collaboration avec ces populations que nous mettons en place les pépinières communales pour pouvoir mettre à disposition de tous ceux qui en auront besoin des plans. Donc, c'est pour vous dire que parce que avant de demander de l'argent, il faut savoir où est-ce que vous allez investir. Or, la terre, justement, relève de ces collectivités territoriales. Monsieur le directeur général, quelles sont, entre autres, les activités prévues sur le tracé de la Grande Muraille Verte? Oui, là, vous prenez une particularité dans ce Sénégal. Je dis particularité parce que nous sommes, quand on parle de la Grande Muraille Verte, c'est la zone de Louga, Saint-Louis, Matam, au nord du Sénégal. Et vous savez que l'une des activités principales dans cette zone-là, c'est l'élevage. L'autre particularité de ce que vous avez évoqué, l'initiative de la Grande Muraille Verte, c'est que ça concerne 11 pays. Donc, il se trouve un challenge national, mais un challenge africain. Et ce que nous faisons au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte, c'est vraiment de mener des activités qui vont transformer cette zone-là dans le sens positif. Et cette transformation, justement, c'est avec les aspirations des communautés. C'est vous dire que le concept de la Grande Muraille Verte a évolué depuis les premières plantations en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Jadis, le focus était mis sur le reboisement. Aujourd'hui, le reboisement est adossé à un ensemble d'activités diverses et cela va dépendre d'une zone à l'autre par rapport aux demandes des communautés. En des termes beaucoup plus clairs, à côté des parcelles reboisées, nous avons souvent des demandes de la communauté. Vous prenez le cas de la commune d'Omboula, où la région de Louga va célébrer sa journée nationale de l'arbre. Dans cette commune, nous avons mis en place une réserve naturelle communautaire à Koili Alpha, qui aujourd'hui joue un rôle extrêmement important. Important dans la conservation de la biodiversité, mais important aussi pour les communautés locales, parce que justement, cette réserve permet aux communautés, en majorité éleveurs, de disposer de la paille pour leurs animaux pendant la saison sèche, pendant qu'en dehors de la réserve, il n'y a pratiquement pas de l'herbe. Autre activité que nous menons, on accompagne également les femmes à produire des légumes. Donc, on accompagne les femmes à mettre en place des fermes agricoles communautaires intégrées pour permettre à ces populations de disposer localement de légumes. Jadis, si vous prenez les femmes de Ouidou ou de Bayawa, elles s'approvisionnaient en légumes à partir du marché de Dara. Aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de faire ces distances-là. Mieux, dans ces zones, il y a souvent des marchés hebdomadaires. Mieux, le surplus de production est vendu justement au niveau des marchés hebdomadaires. Ces activités diversifiées que nous menons à côté du reboisement, justement, vont permettre de baisser la pression sur les ressources naturelles et de montrer aux communautés qu'à côté de reboisement, il y a d'autres choses qui peuvent bénéficier des projets de la Grande Muraille Verte. Il y a un ensemble d'exemples que je pourrais donner. Vous trouvez à Ranérou une parcelle qui est à la fois
dédiés au maraîchage et à la production de pépinières. Les femmes aujourd'hui produisent des légumes, mais aussi produisent des plants pour elles-mêmes, mais aussi pour accompagner des initiatives et de la direction des eaux et forêts et de la direction et de l'agence. Monsieur le directeur, tout à l'heure dans vos réponses, vous avez ébauché un peu le choix un peu des arbres parrains. Maintenant, bon, l'idée c'est de revenir un peu par rapport au rôle écologique que jouent ces arbres parrains et dans la sécurité alimentaire. Quelles sont les fonctions qui sont dévolues un peu à ces arbres parrains? Oui, je commence d'abord par le baobab. Le baobab, d'abord, au-delà de son caractère emblématique pour le Sénégal, vraiment est un arbre à usages multiples. Et ces usages multiples, justement, sont, et mettent en évidence ses fonctions. D'accord? Des fonctions écologiques, mais aussi des fonctions au service écosystémique, comme si vous prenez le tronc du baobab. Chez nous, on utilise le tronc pour fabriquer des cordes, pour attacher nos animaux. Si vous prenez les feuilles, je quitte chez moi pour aller chez les serrères, vous connaissez très bien comment ces feuilles sont prisées par nos parents serrères. Vous prenez le fruit, la pulpe. Aujourd'hui, il faut se réjouir. Quand vous allez dans les restaurants, après le déjeuner, on demande du jus de baobab. Et aujourd'hui, c'est exporté. Mieux, les graines aujourd'hui sont utilisés pour produire de l'huile. Donc il y a un ensemble de produits qui sont issus de cette espèce-là. Et quand vous voyez le lien par rapport à la souveraineté alimentaire, vous voyez que un seul arbre, une seule espèce, le baobab, vous donne un ensemble justement de produits qui sont très prisés au niveau national, mais aussi au niveau international. Vous prenez le manguier aujourd'hui. Le manguier, au-delà de sa fonction, tous les deux, hein, baobab et manguier permettent justement de fixer le sol, de réduire le ruissellement de l'eau, mais le manguier est surtout connu pour son fruit. Aujourd'hui, nous importons de, des mangues, mais nous en exportons. L'idée, c'est d'arriver à exporter plus qu'on en importe. Et si on met le focus justement sur cette espèce-là, qui a des zones de prédilection. Vous prenez les Niayes, vous prenez la région de Fatick, vous allez en Casamance, on en produit beaucoup. Mais aujourd'hui, même dans la Grande Muraille Verte, les populations nous demandent des plants de manguier, des plants de goyavier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une espèce effectivement qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie nationale et le choix s'explique très bien parce que l'année passée c'était lui, cette année c'est lui et le baobab, ça veut dire que les autorités reconnaissent quand même le rôle de cette espèce-là. Monsieur le directeur général, jetons ensemble le regard dans le rétroviseur. Quel bilan faites-vous un peu des précédentes campagnes de reboisement? Les précédentes campagnes de reboisement, si je porte ma casquette d'enseignant, je dirais peut mieux faire. Il faut être objectif. Jusqu'à ce jour, on a beaucoup fait dans le cadre du reboisement. Mais la question que nous devons aujourd'hui nous poser, c'est comment rendre ce reboisement efficace et efficient. Et quand on pose cette question-là, les regards des experts tournent vers le suivi. Et justement, les imperfections que l'on a connues durant les campagnes précédentes nous imposent des améliorations dans le cadre justement du suivi. Tout n'est pas mauvais dans ce qui s'est fait. Il y a des aspects positifs, il faut les renforcer. Il y a des côtés négatifs, il faut corriger.
Et au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, nous sommes dans cette dynamique-là pour donner beaucoup plus d'importance au suivi. Même s'il n'y a que 1 million d'arbres qui sont plantés au Sénégal, le vrai challenge, c'est de faire de telle sorte que au moins 800 à 900 puissent survivre. Et je dis souvent à mes étudiants que les arbres que nous plantons, c'est des enfants. C'est des enfants. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, l'envoyer étudier au Canada dans un milieu inconnu et ne pas l'accompagner pour son installation. Même les institutions qui donnent des bourses donnent quand même des moyens d'accompagnement pour pouvoir vous installer et pouvoir voler de vos propres ailes. Les arbres aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi le suivi est extrêmement important. De la pépinière où ces plants sont habitués parce que étant entretenus par les pépiniéristes, on les plante dans une zone où on les laisse seuls, la chance de survie est très faible. Et c'est pourquoi nous devons agir justement sur les facteurs d'échec de ces reboisements-là. Les facteurs d'échec, c'est quoi? La première chose, c'est de s'assurer que ces plantes-là ont de l'eau. L'eau est vitale. Donc, l'arrosage doit continuer jusqu'à ce que ces plantes-là deviennent autonomes. La deuxième chose, c'est de faire de telle sorte que ces plants ne soient pas à la merci des feux de brousse, qui sont une émanation de l'homme. C'est nous qui mettons les feux de brousse. Donc, nous devons sensibiliser davantage les communautés pour que, à défaut d'éradiquer les feux de brousse, qu'on les réduise à leur strict minimum. L'autre chose également, et cela aussi interpelle les collectivités territoriales, c'est de faire de telle sorte que des zones dédiées, d'accord, au reboisement ne soient pas implantées dans des zones de pâturage. Parce que là, on laisse les arbres à la merci des animaux. Donc, une chose est de reboiser, mais l'autre chose justement, c'est de s'assurer que les actes que nous posons, lorsqu'on viendra un an après pour évaluer, vont nous permettre d'être satisfaits de nos actions. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Miravette met l'accent sur l'acquisition de matériel comme les tricycles à citerne pour s'assurer à multiples fonctions, hein, parce que ça permet en même temps de lutter contre les feux de brousse. Ça permet d'arroser, mais ça permet en cas de feu de brousse de pouvoir faire face à ces feux de brousse-là. On met l'accent justement sur les moyens de suivi. Et sur ces moyens de suivi, il y a aussi des moyens humains. Et nous mettons à contribution justement les jeunes du programme Hyundai qui abattent un travail extraordinaire sur le terrain. Même si des fois, ce n'est pas très visible, mais nous qui suivons leurs actions, savons qu'ils jouent un rôle extrêmement important pour pouvoir atteindre des taux de survie élevés. Et c'est ça le challenge. Monsieur le directeur, vous avez pratiquement anticipé sur la dernière question qui était relative à la survie, n'est-ce pas, des espèces plantées. Donc, vous avez pratiquement répondu à la question, c'est ce qui se préoccupait un peu de ça, la survie, parce qu'une chose c'est de planter, une autre c'est de veiller à la survie des espèces plantées. Donc, vraiment, vous avez anticipé vraiment la réponse. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Et éventuellement, quel est le message que vous lancez à l'endroit des Sénégalais en perspective de cette journée? Oui, avant le message, je voudrais dire que par rapport toujours au suivi, euh, je pense que on doit avoir un rapport euh, très étroit avec les arbres. Aujourd'hui, si je vais sur la route et je rencontre un enfant en souffrance, à défaut de l'apporter assistance, je vais chercher à voir ses parents pour qu'ils puissent le sortir de cette situation difficile. Nous devons avoir la même attention par rapport aux arbres.
chacun de nous doit savoir que ces arbres-là, qu'ils soient reboisés à Malicounda ou à Widu Chingoli, ce sont des arbres du Sénégal et que cela va contribuer justement au développement du Sénégal. Donc nous devons tous être impliqués dans la gestion de ces arbres-là. Et c'est pourquoi je terminerai par lancer un appel. L'appel, c'est vraiment de faire de telle sorte que le challenge de 1 million en 48 heures puisse être dépassé. Et mieux, j'appelle les associations, j'appelle les collectivités territoriales à rivaliser d'ardeur pour gagner le prix de l'entretien. Le prix du reboisement, c'est bon. La mobilisation pour le reboisement, c'est bon. Mais la meilleure mobilisation, c'est celle-là qui permettra demain de dire que sur X plans que nous avons mis à terre, Y ont survécu. Et c'est ça qui permettra chaque année d'aller de l'avant. Voilà les derniers mots que je voulais partager avec vous, en vous remerciant encore une fois pour l'opportunité que vous donnez au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, particulièrement à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, de partager avec les Sénégalais d'ici et d'ailleurs nos réflexions par rapport à cette journée extrêmement importante de la célébration de la journée nationale de l'arbre le 3 août à Raou, dans la commune de Gandon, mais précédé justement par une journée d'investissement à la forêt de Mbao euh, par le président de la République. Et je terminerai par cette forêt de Mbao, qui est vraiment le plus grand poumon vert de Dakar. Nous devons l'entretenir. Chaque citoyen doit être préoccupé par ces 70 hectares. 70 hectares, c'est très minime. Mais nous pouvons les valoriser davantage en intensifiant justement le reboisement dans cette forêt-là, mais surtout l'entretien de cette forêt-là. Voilà les mots que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'optimisme et de plaidoyer que prend fin cet entretien exclusif de l'agence de presse sénégalaise. Docteur Sekouna Diatta, directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. L'agence de presse sénégalaise vous remercie. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité. Mais d'ici là, on vous laisse avec les différents programmes de l'agence de presse sénégalaise, la vitrine du Sénégal. Merci à vous.